OK. Donc le cours va continuer sur la présentation un peu générale des trois notions qu'on a vues. Donc d'abord la séparabilité qu'on a vue la dernière fois, la notion de symétrie et sparsité. Et toutes ces notions sont des notions de régularité sur la fonction f de x qu'on veut apprendre, où x est en grande dimension. Et ces notions de régularité, on l'a vu, sont des notions qui vont nous permettre de faire de la réduction de dimensionnalité et donc d'éviter cette malédiction de la dimensionnalité qui apparaît lorsqu'on veut approximer une fonction d'une variable de très grande dimension. Donc la notion de séparabilité, on l'a vu la dernière fois, ça consiste à essentiellement dire qu'on peut séparer dans X des blocs qui ont une interaction locale mais qui n'ont pas d'interaction ou très peu d'interaction à travers les blocs. Donc ça peut être des blocs spatials ou ça peut être des décompositions multi-échelles comme on l'a vu la dernière fois. La symétrie, sur laquelle maintenant je vais revenir, met en jeu une idée très différente. L'idée de la symétrie, c'est qu'on va regarder les invariants de f, c'est-à-dire on va regarder les transformations des données x. Alors, je vous rappelle que x est paramétré par une variable u. U, c'est par exemple les coordonnées spatiales pour une image, u1, u2, ou ça peut être le temps pour un signal comme ceci. Donc, on a une fonction x de u, c'est une fonction, et donc on a une fonction, d'une certaine manière, c'est une fonctionnelle. Ou x de u, c'est un tableau de nombres. Et l'idée, c'est que cette fonction qu'on veut approximer, qui va nous donner la réponse à notre question, eh bien, elle a des invariants. Encore une fois, classification, si on bouge un objet, cet objet ne change pas de nature. Donc, quand on transforme x, on obtient la même réponse que la valeur de f sur le x original. Donc ça veut dire que cette fonction, si on regarde ces lignes de niveau, oméga t, c'est l'ensemble des x tels que f de x égale t, eh bien ces lignes de niveau ne sont pas changées par l'action de cette transformation g, et on va définir la notion de groupe de symétrie, c'est l'ensemble des transformations telles que ceci est vrai pour tout x appartenant au support de f. D'accord ? Donc, c'est l'ensemble des transformations qui laissent f invariant. Et on a vu, c'est une structure de groupe, c'est-à-dire composition de symétrie est une symétrie. Il y a une notion d'inverse, l'élément neutre, évidemment, c'est l'identité, et puis c'est associatif. Donc, on a eu ici une structure de groupe, et on a vu le gros avantage d'avoir une connaissance sur un tel groupe de symétrie, c'est qu'ensuite, au lieu de regarder l'ensemble oméga qui est de très grande dimension dans lequel x appartient, on va pouvoir quotienter oméga par le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je regarde x ou x transformé par un g qui appartient à mon groupe de symétrie, par exemple une translation, par exemple une déformation, rotation, etc., eh bien, ces deux éléments, du point de vue de f, ils sont équivalents. D'accord ? Donc, je peux regarder ce qu'on appelle l'orbite de x par rapport à l'action du groupe. Qu'est-ce que c'est que l'orbite ? L'orbite, c'est l'ensemble des x, des transformations de x par n'importe quel élément du groupe. Alors, par exemple, quel genre de groupe on va considérer ? Les groupes très simples. Par exemple, dans le séminaire qu'on avait vu, plutôt qui nous ont été présentés la dernière fois lors des prix, par exemple, je me souviens pour les problématiques d'image médicale, un des premiers problèmes qui était très important, c'était de renormaliser les images parce qu'il y a des variations d'intensité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si on prend une image où on change par un facteur multiplicatif l'intensité de l'image, eh bien, le diagnostic médical, évidemment, va être le même. Donc, c'est quoi la transformation ici ? C'est tout simplement la transformation qui, à x, va associer... Alors,
je vais paramétrer la transformation par une variable θ plutôt que par g pour que ce soit plus clair. Donc ça va être une valeur θ fois x. C'est-à-dire je change l'amplitude, c'est ce qu'on appelle le groupe multiplicatif, je change l'amplitude de x. Bon, bah, si je change l'amplitude de x, pour un diagnostic médical, f de x dont je change l'amplitude ou f de x, ça va être pareil. D'accord? Donc ça, c'est un groupe de symétrie. Donc ça, c'est le groupe multiplicatif. Un autre groupe, et alors là, c'est tout simple, θ est dans R, donc c'est un groupe qui a une seule variable. Autre type de groupe, on l'a vu, par exemple, la translation. Donc g de x, dans ce cas-là, ça peut être x où la variable u, qui est la variable spatiale, est translatée. Dans ce cas-là, si je suis en deux dimensions, bah, θ va être dans R2. Donc j'ai un groupe qui a deux variables bidimensionnelles. Et puis, on a vu, on peut faire des transformations qui sont beaucoup plus compliquées. Par exemple, g de x pris en u, ça peut être une déformation. C'est-à-dire que je prends u et je le transforme par un θ qui va être inversible. D'accord? Donc, où θ de u, c'est inversible, et C1. Donc, θ de u, qu'est-ce que c'est? C'est un élément donc, qui envoie u sur un autre u', d'accord? Et si j'ai mon support de mon image, eh bien, ça va envoyer n'importe quel point en un autre point du support, de u à θ de u. Et donc, l'image va être déformée. Donc ça, c'est le groupe des difféomorphismes. Et là, évidemment, le nombre de variables, c'est le nombre de fonctions θ, et le nombre de fonctions θ est infini. Donc, on a un groupe de dimension infinie. Là, on a beaucoup plus de liberté. Donc ça, c'est les exemples de groupes. Donc, et puis, il y en a évidemment beaucoup d'autres, rotations. Vous pouvez avoir toutes sortes de groupes. Donc, l'idée, c'est que si on sait que f ne change pas par l'action de mon groupe, eh bien, je vais regarder toutes les transformations d'un x donné par la transformation g. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'orbite. Donc, autrement dit, si je représente x par un point dans mon espace, eh bien, quand je vais transformer x par g, suivant les valeurs de g, eh bien, je vais avoir une espèce de courbe comme ça si j'ai un groupe continu dans mon espace. Ça, c'est l'orbite. Et en fait, ça m'est égal de savoir si x se trouve là, là ou là. D'accord? À cette orbite, eh bien, je vais associer une seule valeur. D'accord? C'est ça l'idée d'une classe d'équivalence, c'est-à-dire que pour n'importe quel x qui est dans oméga, le fait de quotienter par le groupe, ça veut dire qu'on ne distingue pas les éléments de l'orbite, ça définit une classe d'équivalence. Et donc, du coup, eh bien, si je regarde tous les x, je vais avoir des orbites différents. Et puis, en quelque sorte, quotienter, ça veut dire qu'au lieu d'avoir à considérer tous les x de l'espace, eh bien, je vais quotienter par ces orbites, et donc ça va me permettre de réduire la dimensionnalité de l'espace. De combien je vais réduire la dimensionnalité de l'espace? Si oméga, par exemple, a des variables, si le groupe, grosso modo, la dimension de ça, ça va être, quand je n'ai pas de problème de dégénérescence, ça va être la dimension de oméga moins la dimension du groupe. Si je n'ai pas de phénomène un peu bizarre qui se passe. Donc, ça veut dire que je vais tuer des variables, et les variables, ce sont les variables de transformation, donc je vais faire de la réduction de dimensionnalité. Donc ça, c'est toute l'idée d'utiliser des symétries. Alors, ça, si on connaît le groupe, on va l'utiliser comment? On va l'utiliser en utilisant cette information a priori sur le groupe pour définir la représentation. Souvenez-vous que la fonction f de x, comment je vais la définir? Je vais définir une représentation phi de x, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le produit scalaire avec un w. Autrement dit, la dernière couche, par exemple, si phi de x c'est juste la dernière couche du réseau de neurones, eh bien, je vais faire une combinaison linéaire, ça c'est un produit scalaire, des oméga k, les différentes valeurs sorties par les différents neurones. Donc ça, c'est un classificateur linéaire à partir d'une représentation phi de x. Donc la question, c'est si je connais un groupe de symétrie sur G, comment je peux l'utiliser
pour avoir une représentation qui n'est pas de trop grande dimension? L'idée, évidemment, c'est de dire, je veux, ou f ici, je devrais plutôt l'appeler f tilde, parce que c'est l'approximation du vrai f que je voudrais. Pour que f tilde soit une bonne approximation de f de x, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer les mêmes invariants. D'accord? Donc je voudrais que f tilde de gx soit égal à f tilde de x pour tout g dans mon groupe de symétrie. Et comment on peut obtenir ça? En imposant évidemment que la représentation ait les mêmes invariants. OK. Donc ça, c'est la première idée naturelle qui vient à l'esprit. Alors, il y a grosso modo deux cas. Soit le groupe de symétrie est de basse dimension, et on le connaît. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un phi de x invariant, et on va voir comment on construit une représentation invariante relativement à l'action d'un groupe comme ça de basse dimension. Donc basse dimension, c'est typiquement translation, rotation, groupe multiplicatif. Tout ça, c'est 1, 2, 3 variables, 6 variables éventuellement. Quand on fait 3 variables pour une rotation, c'est une variable, et si on prend un mouvement rigide, on va avoir 3 variables. Et donc, des petits groupes comme ça, ce n'est pas un problème. Mais d'une certaine manière, comme je l'avais dit, ces petits groupes, ce n'est pas très utile parce que ça ne va pas beaucoup me réduire les variables. Ce que j'aimerais, c'est avoir un très gros groupe d'invariants. Mais ce très gros groupe d'invariants, typiquement, je ne le connais pas généralement. Pourquoi je ne le connais pas? Pensez aux déformations. Et encore une fois, prenez un exemple simple où il va avoir un rôle important. Imaginez que vous vouliez reconnaître des chiffres, que ça, ce sont des 2, ça, c'est un 3, etc. Donc, ça, c'est un 1. Ces chiffres, ils sont équivalents parce qu'il y a une petite déformation qui les relie. Mais il faut que je fasse très attention, parce que si j'inclus dans mon groupe de symétrie par erreur une grande déformation, eh bien, un 3 et un 5 vont être équivalents, parce que je peux déformer le 3 en un 5. Donc, si je considère, je vais appeler G bar un grand groupe, par exemple le groupe des difféomorphismes, ce que généralement je vais avoir comme information a priori sur le groupe de symétrie, c'est que je vais avoir un G qui va être à l'intérieur de G bar, qui est un groupe de symétrie. Mais je ne le connais pas. Autrement dit, il y a certaines petites déformations qui vont préserver les chiffres. Ça, c'est les petites déformations qui appartiennent à mon groupe de symétrie, c'est-à-dire que f n'est pas changé par ces petites déformations, mais il y a certaines grandes déformations qui n'appartiennent pas à mon groupe de symétrie. Et avant de connaître le problème, en fait, là, je suis dans un cas où je ne connais pas les symétries. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une information partielle, et cette information partielle, elle dit que le groupe de symétrie appartient, en tout cas je peux en chercher un, à l'intérieur d'un assez grand groupe, et il va falloir le trouver. Alors comment on peut utiliser? Donc là, du coup, ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire qu'il va falloir faire un apprentissage. Autrement dit, le groupe, on ne le connaît pas, donc on n'est pas dans ce cas-là, il va falloir l'apprendre. Donc comment on va l'apprendre? On va l'apprendre à travers le W ici. Quand on fait une classification linéaire, eh bien, on a la représentation dans le cas classique qui a été défini, et ce qu'on apprend, c'est les poids de la classification, donc c'est ces paramètres, autrement dit, c'est ce vecteur W ici. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas imposer que phi de x soit invariant par déformation, parce que sinon, ça me tue tout mon problème, je vais faire des erreurs énormes. Je vais imposer quelque chose de beaucoup plus faible, on va voir, qui est une forme de linéarisation des déformations, et ensuite les invariants spécifiques qu'il va falloir tuer, je vais les apprendre à travers l'apprentissage
du W, c'est-à-dire des poids de régression linéaire. Donc là, c'est un peu plus subtil parce que d'une certaine manière, on apprend les invariants ou les symétries, on les apprend à travers le choix du régresseur ou du classificateur. D'accord? Donc c'est ça qu'on va voir. Mais avant de commencer par là, de voir ça, je vais commencer par le petit 1, c'est-à-dire le cas simple où on a un groupe qui est de basse dimension. Comment on fait pour créer un invariant? Alors, la manière traditionnelle de faire ça, souvent en maths, ne va pas être la bonne pour ce cas-là. Donc, l'idée, la plupart du temps qu'on utilise en maths, c'est ce qu'on utilise, pas systématiquement, mais disons l'idée la plus simple, c'est la notion d'invariant canonique. Donc, l'invariant canonique, c'est un mot pédant pour parler de quelque chose de très intuitif qui consiste à dire la chose suivante. J'ai mon orbite, d'accord, c'est-à-dire toutes les transformations de x par les éléments de mon groupe. Ça, c'est l'orbite de x. Et l'idée, c'est qu'à n'importe quel élément de cette orbite, je vais associer un élément de référence, un x0. Évidemment, tous les éléments de l'orbite peuvent s'écrire comme x est égal à un certain, je peux l'écrire en fonction de G0, X0. Autrement dit, X0 va être, je peux l'obtenir à partir de X en choisissant bien ce G0. L'idée ici, ça va être de faire en quelque sorte un recalage ou une renormalisation. Je vais vous le montrer dans les cas que j'ai pris là-haut de translation ou de groupe multiplicatif, c'est-à-dire de multiplication. Imaginez que je considère le groupe multiplicatif. Donc x peut être multiplié par n'importe quelle variable. D'accord? Vous voulez renormaliser. Ça, c'était typiquement le problème qu'avait cet étudiant qui a travaillé sur Hawking. Donc, quelle est la première idée qui vient à l'esprit pour enlever cette variabilité? C'est de renormaliser. Comment on peut, par exemple, renormaliser? Eh bien, à x, je vais associer, pour le normaliser, par exemple, donc x est une image, je peux, par exemple, diviser par la somme des valeurs absolues de x de u. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai défini un θ0 qui est ici cette somme de valeurs absolues. Et qu'est-ce que j'ai fait? À x, j'ai associé θ0 moins 1 fois x. Autrement dit, j'ai associé G0 moins 1, une transformation qui est égale à x0. C'est-à-dire que j'ai renormalisé mon image, et après renormalisation, quel que soit le facteur multiplicatif sur x, je vais toujours associer le même x0 après renormalisation. Une autre manière de faire comme ça une renormalisation, prenez le cas d'une translation. Donc, le cas de la translation, je vais avoir x de u moins θ. D'accord? Et je ne connais pas la valeur de θ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je le représente en 1D, j'ai une fonction comme ça, et ma fonction va être quelque part translatée par une certaine valeur θ, et ces deux fonctions sont équivalentes. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de les recaler, ou de renormaliser. Renormaliser ici, comment on peut le faire? Donc l'idée, à nouveau, c'est de prendre x et d'inverser la transformation. Ça veut dire que ici, qu'est-ce que je vais faire? G0 moins 1 de x, ici, je vais l'écrire G de x, u, je vais plutôt l'écrire moins θ0 ici, et θ0, ça, ce que je peux prendre, c'est le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x divisé par l'intégrale des x de u, ou je pourrais prendre l'intégrale des x de u au carré. D'accord? Si je prends le centroïde, ça consiste à trouver un espèce de centre de masse de la fonction,
qui va être quelque part, disons, par là. Et puis, hop, je remets le centre de masse à 0. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je calcule le centre de masse et je rapporte x de manière à le remettre à 0. Donc, je recentre ma fonction. Donc, dans tous ces cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris n'importe quel x, encore une fois, d'un point de vue plus abstrait de l'orbite, et on a associé un seul élément, qui est l'élément recalé, par exemple en normalisant l'amplitude ou en normalisant la position. Bon, quelle est l'idée de cet invariant canonique? L'idée de l'invariant canonique, quelque part, c'est d'estimer le paramètre θ0 de la transformation, c'est-à-dire soit une amplitude, soit une translation. Alors, on peut imaginer faire la même chose quand on a un grand groupe. Quel va être le problème? Quand on a un grand groupe, on va prendre, avant de commencer le problème, on va commencer par l'idée. Grand groupe, on va prendre à nouveau les difféomorphismes. Donc, quelle serait l'idée pour appliquer la même chose? Et cette idée, c'est aussi ce qu'on a... Il y a beaucoup de gens qui l'ont développé assez en détail. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Grenander à Brown qui a développé toute une école autour de ça, qui est autour de l'idée de, généralement c'est en anglais, deformable templates. Donc l'idée, c'est de dire, on va décrire n'importe quel objet comme une déformation d'un objet de référence. Donc, si vous prenez par exemple un chiffre que vous pouvez écrire de façon manuscrite, eh bien, vous l'écrivez comme une déformation d'un chiffre qui a été tapé à la machine, normalisé. Et l'idée, si vous avez différents chiffres qui ont été écrits de différentes manières, vous allez essayer de les recaler. Les recaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver la déformation qui va vous amener de là à là, éventuellement de là à là ou de là à là, et de choisir la bonne déformation en disant que vous voulez une petite déformation. Alors, l'idée qui est derrière, c'est donc d'estimer la déformation par rapport à une forme de référence. Alors, ça va marcher quand vous avez des problèmes simples. Et encore, ça va commencer à devenir compliqué, comme par exemple des chiffres. Là où ça marche très bien et c'est très utile, c'est notamment dans le domaine de l'imagerie médicale. En imagerie médicale, vous avez par exemple, vous voulez définir l'atlas du cerveau. Vous prenez différents cerveaux qui ont été mesurés par exemple par IRM. Ça va vous donner des configurations qui sont semblables. Il y a les mêmes aires de cerveau dans les différents cerveaux, sauf que c'est déformé parce qu'on peut être plus ou moins grand, les aires ont pu se développer un peu différemment. Et donc, on va essayer de tout recaler pour définir un atlas de référence qui serait l'atlas d'un cerveau de référence. Ça permet de comparer des cerveaux différents. OK, dans tous ces cas-là, ça marche bien parce qu'on a des points de référence. Si maintenant vous prenez des images avec à niveau des bateaux, des chiens, etc., avec du background de toutes sortes, etc., il n'y a pas d'objet de référence. Et le nombre d'objets de référence serait absolument énorme. Et calculer toutes les déformations qui permettraient d'aller d'une image aux différents objets de référence demanderait une quantité de calcul absolument énorme. Donc on voit, ça explose totalement. Parce que calculer une déformation, ce n'est pas calculer un paramètre, c'est calculer une fonction qui va bouger tous les points de l'image de manière à obtenir l'objet de référence. Donc c'est très, très coûteux. Donc, on ne peut pas faire ça. Autrement dit, on ne peut pas calculer un invariant canonique. Et l'idée va être plutôt de se dire, mais de toute manière, cette déformation, on s'en fout, puisque le seul but, c'est de dire que les deux points sont équivalents. Donc, plutôt que d'essayer de la calculer, on va essayer de l'éliminer. Et donc, directement, de calculer un invariant. Alors, ça va être plus
le point de vue qu'on va retrouver dans des réseaux de neurones et le point de vue qu'on a ici, c'est-à-dire de dire on va apprendre à travers ce W l'élément qui va nous rendre ceci invariant. Alors, à quelles conditions est-ce que ça peut marcher? Pour que ça marche, ce qu'il faut, c'est si je prends ma représentation, donc ce qu'il faut, c'est que si je transforme phi de x, donc je regarde la valeur produit scalaire avec W, ça doit être égal à phi de x transformé par G, produit scalaire avec W. D'accord? Le but, c'est que cette quantité ici, f tilde de 2x, soit égale à la valeur transformée. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que phi de x moins sa valeur transformée, produit scalaire avec W égale 0. Autrement dit, que ça appartienne à un espace W qui va être orthogonal à mon vecteur W. Donc, autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est que si je regarde mes différents phi de x, eh bien, lorsqu'ils vont bouger par l'action de mon groupe sur mon orbite, et ce qu'on va typiquement faire, c'est qu'on va prendre des petits g, parce que sinon, on verra, on n'arrivera pas à linéariser. Eh bien, ce qu'on espère, c'est que pour n'importe quel x, ça va rester dans cet espace V, de manière à ce que si mon vecteur W est orthogonal, eh bien, tout ce que je vais voir, ces transformations, essentiellement, je ne vais pas les voir. Et donc, je vais avoir un invariant. Donc, tout le problème, ça va être de s'assurer que ceci appartient à un espace linéaire. Et donc, en quelque sorte, ça veut dire qu'il va falloir linéariser l'action du groupe. Se débrouiller pour que ça bouge dans un espace qui devienne quasiment linéaire. Et si on peut linéariser l'action du groupe, alors un simple opérateur linéaire va nous permettre de calculer l'invariant. Et donc, on ne va pas avoir à calculer exactement quelle va être la déformation. Donc, on va voir comment on fait ce genre de choses. Alors, pour ça, je vais revenir. Donc, je vais travailler sur les déformations parce que c'est vraiment le groupe qui va jouer au premier ordre le rôle le plus important, et c'est celui qu'on connaît, que ce soit pour les images, parce que les images, quel que soit l'objet qu'on voit, va être déformé à cause de la distance, de la perspective et du fait que les objets eux-mêmes sont déformés. C'est pareil pour la voix. Le conduit vocal, les différents types de voix, ça correspond à des déformations du conduit vocal qui va induire une déformation sur le son. Puis si vous parlez vite ou lentement, eh bien, ça induit une déformation, etc. Donc c'est des transformations qui sont très fondamentales. Et donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire de linéariser une petite déformation. Donc, l'idée ici, c'est que je vais considérer des actions de groupe, de façon un peu peut-être plus générale, qui vont être proches de l'identité, c'est-à-dire que ça va me redonner x plus une petite transformation de x. D'accord? Et c'était cette idée que j'avais brièvement mentionnée à la fin du cours dernier, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un groupe G, ça va appartenir à une variété. Quand je regarde les orbites, c'est-à-dire si je regarde l'orbite d'un X, qui est ici, eh bien, il va bouger comme ça sur une surface si je regarde l'ensemble des Gx pour tout G. Et la dimension de cette surface, c'est la dimension du groupe,
d'accord? Et plus la surface mon groupe est de grande dimension, plus la surface est grande parce que j'ai beaucoup de degrés de variabilité pour bouger x, d'accord? Maintenant, la propriété importante d'un groupe de Lie, des groupes qu'on va considérer, c'est que ce sont des surfaces qui sont des surfaces différenciables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux définir le plan tangent, ici. D'accord? Et qu'est-ce que c'est qu'une petite déformation ou un petit élément du groupe? C'est un élément qui va pouvoir être approximé par la tangente. D'accord? Si je me place sur le plan tangent, la transformation ici n'est pas très loin de la transformation sur la tangente. Ces transformations sur la tangente, comme ceci, c'est ce que j'avais mentionné, qu'on appelle l'algèbre de Lie, c'est les générateurs du groupe. Le point qui est important, c'est que la transformation sur la tangente, je suis sur un espace linéaire, donc j'ai une transformation qui est complètement linéaire. Le groupe, ce qui est compliqué, c'est que c'est quelque chose qui va me bouger sur une surface très non linéaire, alors que là, je vais bouger sur une surface linéaire. Si je bouge sur une surface linéaire, chouette, je vais rester dans globalement des espaces linéaires, et donc je vais pouvoir calculer des éléments qui sont orthogonaux. Donc, l'idée, c'est d'identifier, de voir quelle est la nature de cette transformation linéaire, par exemple, si on prend une déformation. Alors, si je prends une petite déformation rayon U, ici, c'est typiquement quelque chose où U, donc, qui est proche de l'identité, donc U ne va pas beaucoup bouger, U va juste bouger par une petite quantité, comme ceci, taux de U. Donc ça, typiquement, qu'est-ce que c'est taux de U? C'est le champ de déplacement. Imaginez que vous ayez une image, comme ceci. La déformer, vous allez peut-être obtenir quelque chose comme ça. D'accord? Bien, comment on passe de ça à ça? C'est que les points, ici, chaque point a bougé un peu. D'une certaine manière, j'ai un peu allongé. Ça, c'est les taux qui, à la fin, ont donné un œil qui est plutôt comme ça. Donc, les points de mon image, qui sont les U, ils vont bouger, d'accord, par ce champ de déplacement taux de U. Donc, ça, c'est l'idée, c'est que dans un groupe de difféomorphismes, l'algèbre de Lie, c'est-à-dire le plan tangent, bouger le long d'un difféomorphisme, si je bouge un tout petit peu, en fait, ça revient à impliquer un petit champ de déplacement. Donc, une autre manière de le dire, c'est que les générateurs, c'est-à-dire les plans du tangent, eh bien, ce sont des champs de déplacement, c'est-à-dire c'est des vecteurs qui vont bouger les points du plan. Donc, ça va s'écrire comme ceci. Alors maintenant, imaginez que x soit régulier, d'accord, que vous ayez une image régulière. À ce moment-là, je peux appliquer la formule de Taylor, et ça va me redonner x de u, plus la variation de x autour de u, je vais pouvoir l'approximer avec le jacobien de x multiplié par le déplacement taux de u. Alors, je vous rappelle ici, le jacobien, qu'est-ce que c'est? C'est les dérivées partielles. Non, excusez-moi, ça, c'est pas le jacobien, ça, c'est le gradient ici. Ça, c'est juste le gradient, parce que x, c'est une valeur, c'est réel. Donc ça, c'est le gradient. Donc ça, c'est la dérivée de u de x par rapport à la première coordonnée u1, et la dérivée de x par rapport à u2. D'accord? Taux de u, c'est en fait u, encore une fois, comme je suis en deux dimensions, ça a deux variables, c'est deux coordonnées, je bouge de taux 1 et je bouge de taux 2. D'accord? Donc, comment on bouge x? Eh bien, on bouge x dans la direction de taux, et ça va être la transformation élémentaire. Donc, de transformation du point x. Alors,
pour un peu mieux comprendre la nature de ces déformations, et ça va être important pour comprendre comment créer des invariants et comment les linéariser, je vais un peu plus développer cette expression. Donc, je vais prendre x de u, donc, que j'ai bougé de taux de u. Et là, je vais me placer dans un cadre un peu plus général, où je permets à taux de u d'être une translation potentiellement assez grande, mais de ne pas beaucoup déformer l'image. C'est-à-dire, je me permets de translater l'image. Si vous prenez un chiffre, sa position peut changer complètement, mais pour que ce soit toujours un 1, il faut que la déformation ne soit pas trop grande. Donc, je vais me permettre ce genre de choses. Donc, pour voir le type de transformation que ça fait, localement, taux de u, au voisinage d'un point U0, je vais l'approximer par la valeur de la translation taux de U0. Alors, je peux écrire un moins ici pour que ça paraisse vraiment comme une translation de taux de U, plus la variation de taux autour de taux de U. Et là, ce que je vais avoir, c'est le jacobien là, de taux pris en U0 fois U moins U0. Et donc là, le jacobien, taux de U, c'est les dérivées partielles de taux 1 par rapport à U1, dérivées partielles de taux 2 par rapport à U2, de taux 1 par rapport à U2, dérivées partielles U1, dérivées partielles taux 2 par rapport à U2. D'accord ? Donc, vous pouvez toujours écrire un développement de Taylor au voisinage d'un point U0. Là, c'est une fonction de deux variables, d'accord, à partir de son jacobien et du déplacement. Donc, si j'écris ceci, je vais avoir x de u. Donc, si je fais le développement au voisinage de x0, ça va me donner u moins taux de u0, et puis moins taux le jacobien, u moins u0. Alors, ceci, donc là j'ai une approximation parce que j'ai fait un développement limité, je vais regrouper le terme, je vais l'écrire en rajoutant un moins u0 et plus u0. Du coup, je vais avoir du u moins u0 ici et u moins u0 ici. Ça, je peux l'écrire comme l'identité moins le jacobien de taux u moins u0 plus u0 moins taux de u0. Donc là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ça, c'est la composante de translation qui est due au taux. Et ça, c'est la déformation de la métrique. C'est-à-dire que localement, eh bien, vous allez avoir une déformation de la métrique. Deux points qui étaient à une distance A vont avoir leur distance modifiée par ce jacobien qui va faire une espèce de dilatation localement de la métrique. Donc une déformation, un champ de déformation, ça peut être vu comme un champ, effectivement, les objets ils vont bouger et ils vont être déformés. Ça, c'est la composante de translation qui va les bouger, et ça va être la composante de déformation. Donc, en quoi est-ce que cette transformation, si je l'écris là, G transformé sur X, typiquement, le genre de question qu'on se pose quand on étudie comme ça un groupe, c'est de savoir quelle est la taille. Est-ce qu'on peut mettre une métrique sur les éléments du groupe? Mettre une métrique sur les éléments du groupe, dans ce cas-là, dans le cas du groupe des difféomorphismes, il y a une métrique qui est très naturelle, qui consiste à regarder la taille, je vais l'écrire comme ceci, de l'élément G à l'intérieur du groupe. Dans le cas des difféomorphismes, cette métrique va être définie comme la taille de la translation, donc la valeur maximum que peut prendre taux.
donc la norme sup, ça c'est la valeur, le sup, ou des taux de U sur U, et puis la déformation maximum. Et la déformation maximum, ici, on va considérer des petites déformations, c'est-à-dire on va supposer que cet opérateur-là, il est toujours plus petit que l'identité. Donc la norme, sinon cet opérateur, excusez-moi, U moins taux de U n'est pas inversible, donc je n'ai pas un difféomorphisme. Donc petit difféomorphisme, on impose que la norme autrement dit, la plus grande, la norme de cet opérateur du jacobien est plus petite que 1. Et là, ce que je vais écrire comme ceci, norme sup, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le sup sur U de la norme du jacobien, en termes de norme d'opérateur. C'est un opérateur de taille 2. Donc, l'idée, ou je peux l'écrire avec une seule valeur. Bon. L'idée, c'est que la taille d'une déformation, c'est grosso modo la taille maximum de la translation et la déformation maximum qui est induite sur la métrique locale. OK? Donc ça, c'est ça une déformation. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer une déformation. Alors, une déformation très élémentaire, par exemple, ça peut être, si je choisis pour taux de U, une petite déformation, epsilon fois U. Donc epsilon fois U, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une simple dilatation. La taille de ceci, ben là, la composante de epsilon, le gradient de U dans ce cas-là, ça va être epsilon fois l'identité, le jacobien, et donc ça va être égal à epsilon. Donc ça, c'est la petite déformation la plus simple, c'est une simple dilatation. D'accord? Mais l'idée, évidemment, c'est que quand vous avez un difféomorphisme quelconque, bah, suivant les endroits, vous pouvez faire une déformation qui est différente, et donc vous avez un nombre de degrés de liberté absolument énorme. Là, j'ai mis une déformation uniforme pour tous les points. OK. Donc, maintenant, ce que j'ai envie, c'est de me débrouiller pour que ceci linéarise mes déformations. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour ça? Et sur ce chemin, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On est en train d'essayer de construire des conditions sur la représentation. Et ce qu'on verra, c'est que ces conditions vont nous amener à des choses qui ressemblent effectivement à des réseaux de neurones et des problématiques de séparation d'échelle. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est que phi de x moins phi de gx, ce que ici g de x, je vais me placer dans le cas où c'est simplement x plus une petite transformation, d'accord, que je vais essayer de linéariser. Donc j'ai quelque chose qui va être proche de l'identité. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir écrire? Ce que je veux, c'est exprimer phi de x moins phi de gx. Et pour calculer ça, ce que je vais faire, c'est un développement limité de phi de gx. Donc ça va être phi de x moins phi de x plus la petite transformation. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est un développement de Taylor en disant ça, c'est quoi? Bah, c'est à peu près la valeur de phi au point x, plus la transformation induite par cette petite transformation de x par tau. Donc, je dois prendre la valeur de la fonction en un point x qui a été un peu transformé. C'est toujours la même idée. Comment on fait pour calculer ça? Ben, la formule de Taylor me dit il faut que je calcule le jacobien, ça va me donner la valeur de phi, plus au premier ordre, je prends le jacobien de ma fonction phi en x et je l'applique à la petite transformation, c'est-à-dire en tau x. Et donc là, je vais avoir phi de x moins ceci.
Et donc, un signe moins près, ce que j'obtiens, c'est ceci. Ça disparaît. D'accord? Et donc, dire que l'ensemble V est linéaire, ce qu'il va me falloir, ça va être quoi l'ensemble V? Maintenant, on peut l'identifier au premier ordre. Si G, je me restreins à des petites transformations, eh bien, ça va être tout simplement l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire les transformations dans la direction de tau x de phi, ce qui est donné par le jacobien appliqué à ceci, pour tout x sur le support de f, et pour tout tau, qui va être un générateur de h. Donc, qu'est-ce qui est inconnu dans ce problème? Ce qui est inconnu dans ce problème, au départ, on ne connaît pas le groupe de symétrie. Excusez-moi, le groupe de symétrie, je l'ai appelé G. Donc, on ne connaît pas le générateur. Autrement dit, on ne connaît pas cet espace. Mais en calculant le vecteur W qui est orthogonal à cet espace, que l'on optimise dans la classification, on calcule un invariant et indirectement, on identifie cet espace. On identifie cet espace, donc ça veut dire qu'on identifie à travers le W les générateurs, donc on identifie un sous-groupe qui va être le groupe de symétrie. Alors pour que ça marche, il faut quand même une chose qui est importante. Il faut que je puisse calculer cette espèce de formule de Taylor, et pour ça, ça va être possible si phi de x est régulier. Autrement dit, là, il faut que phi soit différenciable relativement à l'action du groupe. Notamment de tau x, autrement dit des générateurs. C'est-à-dire que si je bouge x un peu par mon générateur, il faut que phi de x ne bouge pas trop pour que je puisse écrire un développement de Taylor. D'accord? Alors ça a l'air de rien, mais en fait, c'est tout le problème. Tout le problème, ça va être de construire des représentations qui vont être régulières relativement aux symétries potentielles, aux transformations potentielles qu'on va vouloir tuer. Parce que si elles sont régulières, alors tant que j'ai une petite transformation, hop, je peux la linéariser. Mais pour ça, il va falloir s'assurer que phi de x est régulier relativement à cette transformation. Et donc, ça veut dire quoi, régulier? Alors, on aimerait que ce soit, par exemple, différenciable. On peut l'affaiblir, cette condition différenciable. La forme la plus faible, juste au-dessous, c'est de dire que phi est Lipschitz. Parce que si... Alors, qu'est-ce que ça veut dire que phi est Lipschitz? Dire que phi est Lipschitz, c'est une propriété qu'on a vue très souvent, ça veut dire que si je regarde l'incrément de phi, mais ici, c'est Lipschitz sur le groupe G, donc si je regarde phi, l'incrément quand x est transformé par un élément du groupe, eh bien, ceci, je voudrais que ça, ce soit petit devant une certaine constante C, et la distance entre G et l'identité, que je peux voir comme la taille de G, fois éventuellement un facteur de renormalisation qui va dépendre de la taille de mon vecteur phi. Mais donc, ce qui est très important, c'est que si je regarde la distance entre la valeur que prend phi et la valeur que prend phi transformée par g, ben ça doit être petit si g est petit. Autrement dit, ça doit être de l'ordre de la taille de g. Quand on a une fonction qui est Lipschitz, on sait qu'elle a des dérivées partielles et que toutes les dérivées partielles sont bornées par la constante c. Autrement dit, en dimension infinie, on parle de dérivées de gâteau, mais l'idée c'est qu'on a des dérivées partielles. Et ça va nous suffire pour établir le genre de formule de Taylor dont on va avoir besoin. Donc le problème
qu'il va nous falloir garantir, c'est qu'on va avoir ce type de stabilité. Autrement dit, je répète, on ne connaît pas le groupe de symétrie. Donc on ne peut pas créer les invariants, d'autant plus que c'est très compliqué de trouver des invariants canoniques comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On linéarise, et au moins on essaye d'éliminer les petites transformations. Linéariser, ce n'est possible que si ma fonction est Lipschitz, et si ma fonction est effectivement Lipschitz, eh bien, je vais bien avoir une formule de linéarisation au premier ordre. OK. Alors maintenant, si je reviens à mon problème de déformation, si je suppose que j'ai commencé par avoir un phi qui est invariant par translation, et ça, c'est pas dur, parce que je connais les translations, donc je sais que mon problème est invariant par translation, je vais commencer par les tuer. Dans ce cas-là, dans G, la taille, excusez-moi, dans le groupe, c'était quoi? Il y avait deux composantes. Il y avait la composante due à la translation et la composante qui était due à la déformation. Ben, cette composante, je peux l'éliminer parce que je suis invariant par translation, donc ça ne va pas dépendre du tout de ceci. Et donc ça veut dire, en pratique, que pour les déformations, si je commence par avoir une représentation qui est invariante par translation, il faudra que ça, ce soit petit, pour le cas des difféomorphismes, devant le gradient de la déformation. D'accord, la taille de la déformation. Donc ça, c'est une condition simple qu'on va vouloir imposer systématiquement sur les représentations, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tuer les déformations. Et on l'a vu, les déformations, elles sont absolument partout. C'est la première source de variabilité dans la plupart des signaux. Alors, ce que vous allez voir, c'est que cette propriété-là, en fait, elle est difficile à obtenir. Et qu'est-ce que c'est qu'une déformation? Ce que j'ai dit, c'est qu'une déformation, c'est une espèce de dilatation locale. Pour l'obtenir, il va falloir se placer sur une représentation qui est basée sur des dilatations, qui va faire de la séparation d'échelle, essentiellement une transformée en ondelette. Et pour vous montrer ça, je vais commencer par les approches les plus intuitives et vous montrer pourquoi les approches les plus naturelles, basées sur des recalages, basées sur des transformées de Fourier, ne marchent pas, mais en chemin, on va quand même apprendre pas mal de choses. Donc, ça va être à nouveau une des propriétés qui va faire que on va se retrouver sur des structures qui sont typiquement, qui ressemblent à des réseaux de neurones. Et on va être amené à ce genre de structure de cascade de convolution et de non-linéarité. Alors, pour comprendre déjà pourquoi cette propriété, elle n'est pas aussi évidente que ça, je vais commencer avec un recalage. D'accord? Je dis phi, tout ce qui me suffit, c'est qu'il soit invariant par translation et qu'il ait cette propriété. Alors, je peux par exemple prendre un recalage. Imaginons que phi de x de u, ce soit tout simplement le recalage de x par rapport à son centre de gravité. D'accord? Donc, imaginez, alors le problème, je peux tout de suite vous le dire, le problème, c'est que x n'est pas forcément régulier. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que si vous prenez une image, eh bien, vous avez des discontinuités. Si vous prenez des sons, vous avez des tics, des Dirac. Les signaux, c'est des trucs assez compliqués. Donc, par exemple, prenez pour x de u deux impulsions, comme ça, d'accord, qui sont centrées, je ne sais pas, en un certain, justement, θ0. Ben, si vous faites votre calage, eh bien, vous allez vous retrouver avec vos deux impulsions centrées en 0. Très bien. Vous allez avoir votre signal. Maintenant, imaginez que vous n'ayez pas simplement une translation, mais que vous ayez aussi une déformation. Alors, la déformation la plus simple, imaginez que, par exemple, x soit déformé par epsilon. Donc, on va avoir x de 1 moins epsilon de u. Donc, qu'est-ce que c'est que x de 1 moins epsilon de u? Ça veut dire, si je ici, je vais le mettre directement centré en 0, ça veut dire que les points, alors 1 moins epsilon, c'est plus petit que 1, donc ils vont bouger, ça va être dilaté,
Ça veut dire que ces points, ils vont bouger. Si le point, il est en un point, disons, D, et ici moins D, il va bouger de epsilon et arriver à epsilon fois D. Il va bouger ici. Donc, je vais vous le représenter. Pour faire un truc un peu plus... Je vais même vous mettre des petits bumps ici. D'accord? Si je bouge de epsilon D, que les deux bumps sont assez loin, les bumps ils vont se retrouver ici. D'accord? Avec une petite déformation, les bumps ils peuvent bouger beaucoup l'un par rapport à l'autre s'ils sont loin l'un de l'autre. Parce que de combien ils bougent? Ils bougent de epsilon fois 2D, l'un relativement à l'autre. Donc maintenant, si vous regardez la distance entre phi appliqué à x moins phi à x qui a été déformé, et vous regardez bêtement la norme de la distance, ben, ça va consister à regarder la distance entre ces deux fonctions. Mais ces deux fonctions, elles ne se recouvrent pas. Donc la distance entre ces deux fonctions, eh ben, en l'occurrence, ça va vous donner 2 fois la norme de chacune des fonctions. Donc ça va vous donner la norme de la première fonction plus la norme de la deuxième fonction déformée. Et donc, ce n'est pas petit, c'est aussi grand que ça peut l'être. C'est-à-dire que bien que la déformation intuitivement était petite, parce que f est régulier, après déformation, ça a peut-être la même tête que ça, mais si vous calculez bêtement la distance comme ça, la différence, elle n'est pas petite, elle est très grande. Le problème, c'est que les irrégularités, autrement dit les hautes fréquences, elles sont très instables par déformation. Et donc si vous faites ce recalage comme ceci, eh bien, vous allez obtenir une représentation qui est certes invariante par translation, mais pas du tout stable par déformation. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas de faire des recalages pour faire de la reconnaissance si vous n'êtes pas capable de compenser pour les déformations. Alors ok, ça ne marche pas comme invariant. Ça ne marche pas parce que ça définit une représentation phi de x qui n'est pas stable par déformation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, un autre invariant. Alors, il y a un invariant qui est très naïf, qui consiste à dire, voilà, là j'ai mon orbite, c'est l'ensemble des transformations de x par tous les éléments de mon groupe, d'accord? Et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est invariant. Ce que je vais imposer, c'est que l'invariant soit linéaire. Autrement dit, soit une transformation linéaire des gx. OK? Donc, une espèce de combinaison linéaire comme ceci. Si vous voulez faire une combinaison linéaire en multipliant par des poids pour n'importe quel g sur l'orbite, si vous voulez faire une combinaison linéaire qui est invariante, ben, vous n'avez pas le choix, il faut faire une moyenne. Parce que si vous permutez de g, eh bien, la valeur doit être la même. Et donc, ce que vous vérifiez, c'est ça, c'est invariant. Si et seulement si, je vous laisse le vérifier formellement, c'est une ligne, les alpha g sont constants. Autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire la moyenne des transformations de le long de l'orbite. Donc, à l'orbite, vous allez associer la moyenne. Alors, si vous prenez le cas, encore une fois, des translations, ça va me donner, comme Gx, c'est x translaté par θ, ça va être la somme sur toutes les translations possibles. Donc, autrement dit, vous prenez votre image et vous lui associez sa moyenne. Là, la moyenne, il n'y a rien. C'est parfait. C'est complètement invariant par translation. D'accord? Si vous le prenez en 1D, vous avez un signal qui est comme ça, okay, et vous lui associez sa moyenne. Donc si ça se translate, la moyenne, elle ne va pas bouger, j'ai bien un invariant. Si ça se déforme, pas de problème, ma moyenne, que vous la dilatiez, ça ne change rien. Donc je vais bien avoir quelque chose qui va être invariant par translation et complètement stable par déformation. Mais le problème, c'est que j'ai perdu toute l'information. D'accord? En associant à un signal sa moyenne, j'ai perdu toute l'information. Alors que l'énorme avantage
de l'invariant canonique que j'avais décrit là-haut, c'est que j'ai gardé le maximum d'informations. Comme j'ai un représentant sur l'orbite, je peux complètement caractériser l'orbite. Là, tout ce que je connais, c'est la moyenne. J'aurai beaucoup d'orbites différentes qui ont exactement la même moyenne. Autrement dit, je prends deux images totalement différentes. Typiquement, les moyennes vont être à peu près aux alentours de le niveau de gris moyen, alors que les images n'ont rien à voir. Donc, ça, c'est beaucoup trop naïf. C'est beaucoup trop naïf, sauf que ce qu'on peut faire, c'est raffiner cette idée. Alors, comment est-ce qu'on peut raffiner cette idée? L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir simplement un seul canal, c'est-à-dire X, l'idée, ça va être de créer beaucoup de canaux différents et de calculer la moyenne de ces canaux. Alors, si vous pensez maintenant en termes de réseau de neurones, imaginez une couche intermédiaire de votre réseau de neurones, vous allez avoir toutes sortes d'images comme ça. Donc, je vais appeler phi0 de x, donc c'est grosso modo un ensemble de canaux. Voilà, je vais l'appeler phi tilde, ce sera plus facile. Donc chacune, c'est en fait, c'est des images, ça. Hein. Ça, c'est les phi k de x. X était au départ, et puis vous avez eu toute une série de couches, par exemple, et vous avez obtenu un vecteur d'image. D'accord? Phi k de x, c'est une image. Alors, si vous avez comme ça, non pas un seul x, mais plein de petites images comme ça, l'idée, c'est de se dire, donc j'ai mon phi tilde, je vais le rendre invariant. Comment est-ce que je vais le rendre invariant? Eh bien, je vais prendre ces valeurs en x et je vais les moyenner par translation. Ça, c'est ce qu'on appelle un pooling. D'accord? C'est une moyenne complète spatiale. Et à la fin du réseau de neurones, généralement, vous n'avez plus du tout de variables spatiales. Vous n'avez plus qu'une seule truc parce qu'on a tout moyenné dans l'espace. Donc imaginons qu'on fasse ce genre de choses. C'est-à-dire on a une représentation intermédiaire et puis on la moyenne spatialement. Donc on fait ce genre de choses. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend chacune de ces images et on la moyenne sur les translations. Si je réécris ça de façon un peu plus formelle, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon phi tilde de x et puis je l'ai transformé parce que là j'ai fait une translation, et puis j'ai fait une somme sur tous les éléments du groupe. Alors, question, est-ce que ça c'est invariant? Alors je peux appeler ça maintenant phi de x. C'est la moyenne de toutes mes transformations. Est-ce que ça c'est invariant? Que ce soit invariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un G0 de x, ça doit être phi de x. La condition pour que ce soit vrai, c'est que votre phi 0 il soit covariant par l'action du groupe. Et ça, c'est une idée générale. Autrement dit, si je regarde phi 0 de G appliqué à x qui a été transformé par G, ça c'est la même chose que G appliqué à phi 0 de x. Autrement dit, ça commute. Une autre manière de le dire, si je translate l'image de départ, les images obtenues là, elles doivent être les mêmes, mais translatées. D'accord? Si x est translaté, la sortie doit être simplement translatée. Si vous avez cette propriété, alors ça va être évidemment vrai. Pourquoi? Parce que si vous regardez phi de x, c'est la même chose que la somme sur G des phi tilde comme de G.x. Et donc maintenant, si vous transformez x en
G'x, c'est la même chose que transformer ceci en G de G'x. Et là, maintenant, vous pouvez faire un changement de variable. Quand vous faites une somme sur le groupe, c'est la même chose que la somme sur les éléments du groupe de phi tilde de G'x, qui est égal à phi de x. Autrement dit, là, encore une fois, c'est tout à fait intuitif, c'est de dire, si vous avez une représentation avec un orbite, si jamais l'action sur x, ça va simplement consister à faire une translation, ben la moyenne, elle ne va pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de calculer des invariants beaucoup plus riches que simplement la moyenne de l'image, parce que si on fait ça, on tue toute l'information. Et on va le faire en créant plein de canaux, et ensuite, on va moyenner chacun des canaux. Mais ça ne va marcher qu'à condition que quand on crée les canaux, eh ben, on les crée de manière à ce que ce soit covariant par translation ou par l'action du groupe. Donc, d'une manière générale, il y a une manière qu'on a vue pour créer un invariant, c'est de faire un recalage, mais il y a une deuxième manière, c'est de faire tout bêtement une moyenne. Mais si on fait tout bêtement une moyenne, on tue tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plein de canaux covariants et on va les moyenner. Alors, la question, c'est comment on crée ces canaux covariants. Ben, il faut que phi 0 soit covariant. Donc, encore une fois, covariant, ce n'est pas la même chose qu'invariant, c'est presque le contraire. Ça veut dire que si x se translate, eh bien, la réponse, elle se translate. Alors qu'invariant, si x est translaté, ça ne bouge pas. Donc, ou on appelle ça covariant, ou parfois on appelle ça équivariant. Alors, imaginons que phi 0 soit linéaire. Si on impose de la covariance, et on va ici surtout s'intéresser à la translation, bon, mais tout ça, ça s'appliquerait, rotation, toutes sortes de trucs, ça, on va voir, c'est équivalent à dire que phi 0 est une convolution. Et ce résultat, il n'est pas vrai simplement pour un trou, covariant par un groupe G, alors on a une convolution sur G. Autrement dit, c'est quoi les convolutions? Les convolutions, et on va le revoir tout à l'heure dans le cas des translations, c'est les opérateurs linéaires qui sont covariants par l'action d'un groupe, et là, en l'occurrence, les convolutions standards, ça va être surtout le groupe de translation qui va nous intéresser. Donc, ça va faire du sens d'utiliser des convolutions partout. Mais si je prends que des opérateurs linéaires et que je moyenne derrière, ça ne sert à rien, parce que ça va me redonner la moyenne d'origine. Donc, quelque part, il va falloir que je mette des non-linéarités. Donc, ce que je voudrais, c'est mettre des non-linéarités, mais ce que je voudrais, c'est que ces non-linéarités soient covariantes aussi. Comment on fait pour avoir une non-linéarité covariante par translation? Il y a une façon toute simple, c'est d'utiliser des non-linéarités ponctuelles. Ça veut dire quoi une non-linéarité ponctuelle? Ça veut dire que si je prends mon image x de u, une non-linéarité ponctuelle phi 0 appliquée à cette image, pris en u, eh ben, c'est la même chose que d'appliquer directement phi 0 au scalaire x de u. Et typiquement, la non-linéarité la plus classique qu'on utilisera, c'est le relu, c'est tout bêtement max de x de u et de 0. Ça, c'est une non-linéarité ponctuelle. Chaque valeur, je prends simplement la partie positive. Ou alors, une sigmoïde. Tout ça sont des transformations ponctuelles. C'est évident que si maintenant vous translatez x, eh ben, toutes ces transformations ponctuelles, elles vont être translatées. Donc maintenant, vous avez deux types d'opérateurs, les convolutions et les transformations ponctuelles qui sont covariantes par translation. Donc si maintenant vous les cascadez l'une après l'autre, eh bien, le résultat va toujours être covariant par translation. D'accord? Donc un réseau de neurones convolutionnel, c'est une série d'opérations, convolution, non-linéarité, convolution, non-linéarité ponctuelle, qui va vous donner un résultat qui est toujours covariant par translation. Et donc si à la fin vous faites un pooling, vous allez avoir des choses qui sont invariantes par translation. Mais vous allez avoir plein de canaux,
Et comme vous avez gardé plein de canaux, ce que vous espérez, c'est que vous avez gardé suffisamment d'informations, cette fois-ci, pour bien approximer f de x. Alors, maintenant, donc, la question qui va se poser, c'est on voudrait s'assurer qu'on a bien choisi ces convolutions, etc., pour que le résultat doit être stable, doit linéariser les déformations. Parce que, encore une fois, le but, ce n'est pas simplement d'avoir un invariant par translation, mais on veut aussi et surtout linéariser les déformations. Ce qu'on va voir, c'est que ça met quand même des contraintes sur les opérateurs de convolution. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Et notamment, on va tomber sur la structure multi-échelle en cascade, convolution sous échantillonnage, convolution sous échantillonnage, qui est une structure multi-échelle. Donc ça, c'est pour, encore une fois, et c'est vraiment nécessaire pour obtenir cette stabilité. Donc ça va être toute une partie du cours, ça va être de comprendre ça, et donc le passage par les éléments d'analyse harmonique. Et la dernière propriété, c'est... Waouh, j'avance beaucoup plus lentement que ce que je pense. La dernière propriété, c'est la sparsité. Donc j'ai dit, il y a 3 propriétés importantes pour faire de la réduction de dimensionnalité. Et c'est des notions qui ne sont pas forcément immédiates, donc ça vaut le coup de prendre quand même un peu de temps. Donc la dernière idée, donc j'ai dit, il y a cette notion de séparabilité, il y a cette notion de symétrie qui va être très importante qu'on va utiliser, et puis il y a la dernière notion, c'est la notion de parcimonie. Alors, l'idée de parcimonie, c'est quoi? Ça va être de dire, ce qu'on aimerait, j'ai mon x qui va être une image, d'une certaine manière, ce qu'on aimerait, c'est rendre l'image parcimonieuse, c'est-à-dire x, c'est un grand vecteur dans RD, j'ai des variables. Ce que je voudrais, c'est annuler énormément de ces variables pour obtenir un tout petit nombre de variables non nulles. D'accord? Et la manière la plus simple, la plus élémentaire pour faire ça, c'est tout simplement d'appliquer un opérateur linéaire que je vais appeler ici d sur x. Donc ça veut dire que on peut interpréter comme un dictionnaire. J'ai mon dictionnaire qui est comme ceci. J'ai mon vecteur x qui est comme ceci. Le dictionnaire, je vais avoir un certain nombre d' de vecteurs, et chaque vecteur est de dimension d. Et les vecteurs, c'est les lignes du dictionnaire. Alors, comment je vais les appeler? Les lignes du dictionnaire, je vais les appeler, OK, Y, non, Y, pas, Z. C'est des lignes, L, les différentes lignes M. Et ça, c'est mon vecteur X. Donc, qu'est-ce que ceci me sort? Eh bien, ça me sort le produit de la ligne par le vecteur, donc les produits scalaires entre les différents éléments de mon dictionnaire, et puis mes différentes lignes et mon X. Et je vais avoir un nombre d' de vecteurs dans le dictionnaire. Ces lignes, imaginez-les, là, on est en train de faire des produits scalaires, c'est en quelque sorte naïvement, on peut voir ça comme des features, des patterns élémentaires. Ce qu'on prend, c'est x, on le projette sur ce pattern élémentaire. D'accord? Et ce qu'on aimerait, c'est que la plupart de ces coefficients soient quasiment nuls. Alors, c'est possible de prendre une image et de la comprimer et de créer plein de coefficients qui sont quasiment nuls. Mais vraiment, pour les rendre nuls, ce qu'il faut, généralement les coefficients ne sont pas strictement nuls, il faut faire un seuillage. Alors, comment on fait un seuillage? Là, on va utiliser à nouveau le ReLU. Si je prends une valeur A, que je veux la seuiller, je vais introduire un biais. D'accord? Ça, ReLU, c'est-à-dire c'est max de A moins lambda et de 0. Je suppose que lambda est positif, c'est mon seuil.
ben ça va être 0 si A est plus petit que lambda, et puis A moins lambda, évidemment, si A est plus grand que lambda. Autrement dit, ça fait un seuil de niveau lambda. Donc si je prends ça et que derrière, je mets un relu avec un seuil lambda, ça je vais l'appeler relu de lambda, que je l'applique sur d fois x, ben là, toutes les coordonnées, ça va quoi? Elles vont être quoi? Ça va être le relu appliqué à mes produits scalaires. Mes lignes, produits scalaires avec x. Et là, ce que je peux espérer, c'est que j'ai beaucoup de coefficients nuls. Et si lambda est très grand, je vais éventuellement avoir énormément de coefficients nuls. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tuer les petites structures. Les petites structures, petites, au sens où elles ne corrèlent pas beaucoup avec les vecteurs, les patterns de mon dictionnaire. Et qu'est-ce que j'espère? Eh bien, ce que j'espère, c'est que si je reconstruis x à partir de ceci, alors d est inversible. Imaginez, et dans tous les cas, on va commencer par des choses simples. Donc t va être un pseudo-inverse, comme le nombre de lignes est plus grand que le nombre de colonnes, donc un inverse à gauche. On appelle le pseudo-inverse. D'accord? Ben, l'idée, c'est de dire que si je regarde la valeur de la fonction en x, ou si je regarde, évidemment, ça, c'est la même chose que si j'applique le pseudo-inverse sur dx, parce que ça, c'est x, ben, ce que j'espère, c'est que ça va être la même chose après un seuillage qui m'a énormément sparsifié. Ce seuillage, c'est une espèce de débruitage. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça? En quelque sorte, on est en train d'enlever du clutter. Si je veux, par exemple, reconnaître un visage ici, dans cette assemblée, bah, la forme des tables, des sièges, etc., ça m'est complètement égal. Ce que je peux avoir, c'est en quelque sorte un dictionnaire avec plein de visages différents, déformés, etc. Ça, c'est un peu brutal, on verra qu'on peut faire mieux. Calculer les produits scalaires. Essentiellement, je ne vais pas avoir de corrélation entre ces visages et les fauteuils et autres, donc ça va tout me mettre à zéro, mais ce que j'espère, c'est que j'ai suffisamment d'informations, parce que comme j'ai dédié mon dictionnaire au visage, et que ce que je veux, c'est récupérer un visage, ben, je vais pouvoir récupérer l'information, c'est-à-dire la valeur de f de x, quel est le visage. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas simplement qu'on suppose que x est parcimonieux, on dit on va tuer de l'information dans x, et de l'information qui n'est pas cohérente par rapport à un dictionnaire, et ce qu'on espère, c'est qu'en construisant bien le dictionnaire, eh bien, on n'a pas affecté la valeur de la fonction, autrement dit, on peut toujours reconnaître à partir de ça. Et quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que ça, j'ai dit, ça va être un vecteur, mais de tous les produits scalaires, mais la plupart des valeurs, elles vont être nulles. Je vais avoir quelque chose comme P, très petit devant D, valeur non nulle. Et c'est ça qu'on appelle une représentation parcimonieuse. C'est une représentation dans laquelle la plupart des coefficients sont nuls. Je ne sais pas où ils sont, ces coefficients non nuls, parce que je ne sais pas quel est le visage exactement, mais je sais que quelque part, j'ai peu de coefficients non nuls. Ben, le fait que vous ayez un vecteur qui soit parcimonieux, ça implique qu'il est de basse dimension. En quel sens? Au sens où on peut représenter, projeter ce vecteur sur un espace avec une matrice aléatoire. Si on prend une matrice aléatoire, on l'applique à ce vecteur qui est sparse,
eh bien, on peut récupérer un nombre de coordonnées qui va être de l'ordre de proportionnel à P, à un terme log près, qui est de log de D sur P, et qui permet de récupérer le vecteur d'origine. Autrement dit, quand vous avez un vecteur qui est sparse, les coordonnées, elles peuvent bouger, donc c'est quelque chose de très non linéaire. Vous pouvez quand même obtenir une représentation dans un espace linéaire de basse dimension en projetant avec une matrice aléatoire, et la dimension que vous allez obtenir, elle est proportionnelle à P, à un terme de log près. Autrement dit, vous avez réduit la dimension du problème à P. Donc, dès que vous êtes capable de créer quelque chose qui est parcimonieux, créer beaucoup de zéros, de fait, vous réduisez la dimensionnalité du problème, de la variable. Et donc, un des problèmes dans tout ça, ça va être de comprendre quel va être le dictionnaire D. Et éventuellement, on peut utiliser plusieurs dictionnaires en cascade, et est-ce que D, il faut l'apprendre? Alors, si le problème, c'est de reconnaître les visages et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un visage à l'avance, vous pouvez imaginer, D, il va falloir l'apprendre. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on a suffisamment d'informations a priori pour commencer avec des dictionnaires D qui vont commencer par sparsifier les choses sans rien connaître essentiellement des patterns, simplement parce qu'on connaît la variable U. Et donc, on va voir qu'on a de l'info a priori pour construire un premier D, un premier dictionnaire. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas falloir ensuite apprendre, mais ce premier dictionnaire, on va voir notamment des transformés de Fourier à fenêtre, transformés en ondelettes, ça va nous sparsifier le signal, et typiquement, c'est les premiers filtres qu'on voit apparaître dans ces réseaux de neurones. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est, on a vu ces trois grandes idées, un peu comment elles s'implémentaient en termes de concepts mathématiques, c'est de montrer pourquoi, simplement en connaissant le fait que x est une fonction d'une variable u, et donc qui va nous, de basse dimension, dimension 1, 2 ou 3, qui va nous définir la translation, simplement à partir de ça, on va pouvoir construire ces notions de séparabilité, de symétrie et de sparsité, c'est-à-dire de construction de le dictionnaire D, et au centre de tout ça, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? L'analyse harmonique, la transformée de Fourier. Donc ça va être le programme du reste du cours, et je vais quand même commencer pendant les 5 dernières minutes, juste pour donner un peu une idée de ce que ça va être. Voilà, donc, encore une fois, oups, pas la peine, je vais descendre. Les trois concepts importants qu'on va utiliser pour faire de la réduction de dimensionnalité en grande dimension, c'est cela. Et maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sans apprendre, c'est-à-dire simplement en connaissant de l'info a priori. Alors, cette approche-là, c'est l'approche que les gens ont utilisée essentiellement jusqu'à 2010. Jusqu'à 2010, je donne 2010 parce que c'était à peu près le moment où les deepnet ont commencé à vraiment très bien marcher. Et bien, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait X, et puis on faisait un peu de maths, et on mettait un peu d'info a priori sur le problème. On construisait encore une fois ce vecteur de feature, et puis ensuite on faisait essentiellement une régression linéaire. Je caricature, mais c'est essentiellement le cœur de beaucoup d'algorithmes. Bon, donc on va voir pourquoi effectivement tout ça, ça fait du sens. Donc, je disais, le point central, c'est qu'on va jouer sur le fait qu'on connaît cette variable U, et donc la notion de translation. Translation plus covariance, ça veut dire on veut de la covariance, ça je l'ai expliqué avant pour pouvoir créer des invariants sur translation. Ça, c'est équivalent à définir des opérateurs de convolution. Donc ça, c'est la première chose que je vais montrer rapidement. Et à partir de la convolution, évidemment, on va diagonaliser la convolution, donc on va tomber sur la transformée de Fourier.
Et puis, la transformée de Fourier, ben, on va se rendre compte que, en apparence, c'est génial parce que ça permet d'avoir des invariants par translation qui sont extraordinairement riches en tuant la phase, et pourtant, personne n'utilise la transformée de Fourier pour faire de la reconnaissance de forme. D'accord? Pourquoi? Deux raisons, on verra. C'est instable par déformation, donc ça ne résout pas le problème de la déformation. Deuxième raison, ce n'est pas du tout parcimonieux. C'est-à-dire que la transformée de Fourier d'une image, c'est quelque chose qui est totalement délocalisé, tous les coefficients sont non nuls. Donc il va falloir se sortir de Fourier, parce qu'en apparence, Fourier, c'est un peu le point idéal, et là, on va aller vers ce qu'on appelle les représentations temps-fréquence. Alors les représentations temps-fréquence ou espace-fréquence, ce qu'on va voir, c'est que ça permet de résoudre les deux problèmes. La première chose, ça va nous permettre de faire de la séparabilité. On va séparer différents domaines spatiaux, donc on va avoir des représentations qui sont locales dans l'espace, mais surtout, ça va nous permettre d'obtenir de la parcimonie de la plupart des signaux, notamment le son, les images, etc. Et pour les sons, cette représentation de temps-fréquence, ça donne notamment le spectrogramme, qui est à la base essentiellement de tous les algorithmes de classification. Et puis parmi les représentations temps-fréquence, on va voir qu'il y en a quand même une qui permet de résoudre le problème de déformation, c'est les ondelettes. Et puis ensuite, j'espère, on va commencer à utiliser cette idée de cascade, opérateur linéaire, non-linéarité, opérateur linéaire, non-linéarité, en sparsifiant, et on finira là-dessus avec de scattering, avec les applications de classification. Donc, première chose, on va montrer que c'est équivalent à la convolution. Très rapidement, l'analyse de Fourier, je vous ferai juste des rappels très vite. Et ensuite, surtout, les représentations temps-fréquence et pourquoi est-ce que ça marche ou ça ne marche pas sur les groupes de déformation, pourquoi est-ce que ça va parcimonier le signal, et donc pourquoi est-ce que ça va définir essentiellement les descripteurs classiques qui ont été utilisés jusqu'à l'avènement de ces deep networks. Mais on peut se dire, ouais, mais tout ça, ça ne sert absolument plus à rien, vu que maintenant les réseaux de neurones le font. Si, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les réseaux de neurones, essentiellement, les premières couches, ça fait la même chose, sauf que sur les couches suivantes, ça fait des choses qui sont plus subtiles et qui apprennent. Alors, j'ai peut-être... Oh, il me reste 1 minute, je vais vous épargner. On va s'arrêter là, et la fois prochaine, on va donc commencer là-dessus. On verra jusqu'où ira le cours cette année, on avance au rythme où on avance. Mais donc voilà, idéalement c'est le programme. De toute manière, je vous donnerai les papiers qui complètent la chose. Alors, petite remarque, pour ceux qui étaient censés s'inscrire, donc il y en a une 50aine qui se sont inscrits en donnant le nom de leur challenge. Je suppose que les autres ne passeront donc pas les euros. Si vous êtes en retard, vous avez encore quelques jours, mais alors dépêchez-vous pour vous inscrire et on va clore ça. Et pour ceux qui veulent effectivement valider le cours, voilà les feuilles de signature. Voilà. Et dans un quart d'heure, il y aura l'exposé de Geoffrey Peters sur musique, réseau de neurones, séparation de sources audio.